Nous sommes en août 1939, quelque part dans les steppes de Mongolie. Le soleil écrase une plaine immense. La poussière monte en longs nuages jaunes. Ici, il n'y a presque rien. Pas de ville, pas de forêt, pas de route. Seulement l'herbe sèche et un fleuve lent. Ce fleuve porte un nom étrange, le Khalkhin-Gol. Et tout autour, une armée japonaise agonise. Des dizaines de milliers d'hommes, encerclés, écrasés sous les obus, pris au piège dans un coin oublié du monde. En Europe, personne ne regarde par ici. On parle de Hitler, de Danzig, de la Pologne. Pourtant, c'est dans cette steppe que le siècle bascule. Voilà le vrai choc de cette histoire. Une bataille minuscule, presque inconnue. Et pourtant, l'une des plus décisives du XXe siècle. Car ce qui se décide ici va tout changer. Le Japon va renoncer à attaquer l'Union soviétique. Il va se tourner vers le sud, vers le Pacifique. Et 2 ans plus tard, ce sera Pearl Harbor. Pensez-y un instant. Un simple conflit de frontières au milieu de nulle part. Et au bout du compte, le destin de Moscou et du Pacifique. Le bilan est terrible pour une bataille oubliée. Près de 20 000 pertes japonaises. Des milliers de morts du côté soviétique. Pour une bande de terre que personne ne voulait vraiment. Et un homme sort de l'ombre dans cette poussière. Un général soviétique encore inconnu. Il s'appelle Georgi Zhukov. 6 ans plus tard, il prendra Berlin. Mais tout commence ici, sur le Khalkhin-Gol. Personne, à l'époque, ne retient son nom. Personne ne devine ce qui se joue vraiment. Aujourd'hui, je vous raconte toute cette histoire. La bataille que le monde a presque effacée. Celle que les Japonais appellent l'incident de Nomonan. Et qui a pourtant dessiné la Seconde Guerre mondiale. Oui, une bataille perdue dans la steppe a changé le monde. Mais pour comprendre pourquoi, il faut revenir en arrière. Et tout part d'une question presque absurde. Où passe exactement la frontière ? Pour comprendre cette guerre, retenez 2 mots. La frontière et le fleuve. Tout le conflit tient dans ces 2 mots. Revenons d'abord à la carte. Dans les années 30, l'Asie est un échiquier tendu. D'un côté, l'Empire du Japon. Le Japon est puissant, ambitieux, pressé. Il manque de terre et de matières premières. Il rêve d'un empire sur le continent. Il veut sa place parmi les grandes puissances. Depuis 1937, il est aussi enlisé en Chine. Une immense guerre qui n'arrive pas à finir. En 1931 déjà, il était passé à l'acte. Une explosion sur une voie ferrée sert de prétexte. On l'appelle l'incident de Mukden. En quelques mois, le Japon envahit toute la Mandchourie. Il y crée un état fantoche. On l'appelle le Manchukuo. Sur le papier, c'est un pays indépendant. On lui donne même un empereur de façade. En réalité, c'est le Japon qui commande. De l'autre côté, il y a la Mongolie. Une vaste steppe peuplée de cavaliers et de troupeaux. Un pays de nomades et de chevaux. La Mongolie aussi est un état satellite. Mais elle, c'est Moscou qui la protège. En 1936, l'Union soviétique signe un pacte avec elle. Si la Mongolie est attaquée, l'armée rouge viendra. Vous voyez déjà le problème. 2 empires se font face dans le désert. Le Japon derrière le Manchukuo, l'Union soviétique derrière la Mongolie, et entre les deux, une frontière mal tracée. Une frontière que personne n'a jamais vraiment fixée. C'est là que le fleuve entre en scène. Le Japon affirme une chose simple. La frontière suit le cours du Khalkhin-Gol. Mais les Mongols et les Soviétiques disent le contraire. Pour eux, la frontière est plus à l'est, environ 16 km plus loin, près d'un petit village nommé Nomonhan. 16 km de steppe vide. Voilà l'enjeu de toute cette guerre. Une simple bande d'herbes sèches. Sans valeur, sans habitants, sans richesse. Et pour ça, des dizaines de milliers d'hommes vont mourir. N'oublions pas les Mongols eux-mêmes. Pour eux, cette steppe n'est pas vide. C'est leur terre, leur pâturage, leur vie. Leurs cavaliers combattent aux côtés des Soviétiques. Ils connaissent chaque pli du terrain. Cette guerre est aussi la leur. Mais il faut comprendre un acteur très particulier. L'armée japonaise stationnée en Mandchourie. On l'appelle l'armée du Guandong. C'est une armée à part dans l'Empire. Loin de Tokyo, elle se croit tout permis. Ces jeunes officiers décident souvent seuls. Ils agissent d'abord et préviennent ensuite. Au Japon, on connaît bien ce travers. Les chefs sur place forcent la main au gouvernement. C'est cette armée qui a déclenché l'invasion de 1931. Le pouvoir de Tokyo a suivi, dépassé par ses propres généraux. Plus d'une fois, cette armée a agi sans ordre. Et plus d'une fois, Tokyo a dû couvrir ses fautes. Cette armée brûle d'en découdre avec les soviétiques.
Elle veut prouver sa force. Et elle se croit tout simplement invincible. Le soldat japonais est courageux et discipliné. Il est prêt à mourir sans reculer. Son esprit offensif est redoutable. On lui apprend que la volonté triomphe de tout. On lui répète que l'âme vaut mieux que la machine. Mais cette confiance va devenir un piège mortel. Il faut aussi savoir une chose importante. Ce n'est pas le premier choc avec Moscou. 1 an plus tôt, en 1938 déjà. Près du lac Khasan, les deux armées s'étaient affrontées. Le Japon en était sorti sans gloire. Les Soviétiques avaient tenu bon. Le Japon aurait dû en tirer une leçon. Il a choisi de l'ignorer. Il a mis cet échec sur le compte du terrain. Et il a continué comme avant. Le Japon hésite aussi sur sa grande stratégie. 2 camps s'opposent à Tokyo. Le premier veut frapper au nord, c'est-à-dire attaquer l'Union soviétique. On appelle cela la doctrine du Nord. Le second veut frapper au sud, vers les colonies, riches en pétrole et en caoutchouc. On appelle cela la doctrine du Sud. L'armée de terre rêve du Nord et de la Sibérie. La marine, elle, regarde vers le Sud et l'océan. Les 2 camps se disputent depuis des années. Tout l'avenir du Japon dépend de ce choix. Et le Khalkhin-Gol va trancher ce débat, sans qu'aucun général ne le comprenne encore. Et l'Union soviétique dans tout cela. Staline veut tenir bon en Asie. Il ne veut montrer aucune faiblesse. Car au même moment, l'Europe s'embrase. Hitler menace la Pologne et réclame Danzig. Staline redoute une guerre sur 2 fronts. À l'ouest l'Allemagne, à l'est le Japon. C'est son pire cauchemar stratégique. Il doit donc frapper fort une bonne fois, pour que le Japon n'ose plus jamais recommencer. Il y a un dernier détail, crucial. En 1937 et 1938, Staline a purgé son armée. Il a fait fusiller des milliers d'officiers, des maréchaux, des généraux, des colonels. L'armée rouge a perdu beaucoup de ses cerveaux. Le monde la croit affaiblie et décapitée. Le Japon en est lui aussi persuadé. Il pense affronter une armée sans chef. C'est une erreur. Une erreur fatale. Car un homme a survécu aux purges. Un officier dur, brutal, méthodique. Vous connaissez déjà son nom. Zhukov. Donc voilà le décor planté. Une frontière contestée et 2 empires orgueilleux. Une armée japonaise qui se croit invincible. Une armée rouge que tout le monde croit morte. Maintenant, place au combat. Et dès le premier choc, rien ne se passe comme prévu. Tout commence en mai 1939. Des cavaliers mongols traversent le Khalkhin-Gol. Ils cherchent de l'herbe pour leurs chevaux. Pour eux, ils sont chez eux. Les troupes du Manchukuo les repoussent. Les Mongols reviennent, on se tire dessus. Un incident de frontière de plus, pense-t-on. Mais l'armée du Guandong saisit l'occasion. Le commandant de la région est le général Komatsubara. Il dirige la 23e division japonaise. Présentons-le, car il est au cœur du drame. Komatsubara est un homme rigide et sûr de lui. Il a servi comme attaché militaire en Union soviétique. Il connaît bien la Russie et sa langue. Il se croit capable de mater l'armée rouge. Il veut donner aux soviétiques une leçon rapide. Voilà sa décision. Il envoie un détachement franchir le fleuve. Ce détachement doit balayer l'ennemi en quelques jours. Les soldats partent confiants vers la steppe. Et là, première surprise brutale. Les soviétiques ne fuient pas. Ils manœuvrent, ils encerclent la colonne japonaise. Le détachement est presque entièrement anéanti. Les Japonais comptent leurs morts, stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à une telle riposte. L'ennemi qu'ils méprisaient vient de les écraser. Mais au lieu de réfléchir, ils s'entêtent. Si un détachement a échoué, on enverra une division. Si une division échoue, on en verra plus encore. La machine de l'escalade est lancée. Et personne ne veut plus l'arrêter. Très vite, la guerre monte dans le ciel. Les avions des 2 camps s'affrontent au-dessus de la steppe. Cette bataille aérienne est l'une des plus grandes de l'époque. Des centaines d'avions s'y croisent chaque jour. Au début, les Japonais dominent nettement. Leurs pilotes sont expérimentés et agressifs. Beaucoup ont déjà combattu en Chine. Leurs chasseurs sont légers et maniables, les pertes soviétiques sont d'abord très lourdes. En quelques jours, Moscou perd des dizaines d'appareils. Mais Moscou réagit avec méthode. Staline envoie ses meilleurs aviateurs. Des vétérans de la guerre d'Espagne arrivent. De nouveaux appareils sont expédiés par train. Des centaines d'avions s'accumulent dans la plaine. Les mécaniciens travaillent jour et nuit. Les pilotes décollent plusieurs fois par jour. Beaucoup ne reviennent jamais. Mais Moscou peut remplacer ses pertes. Le Japon, lui, s'épuise peu à peu. Peu à peu, le ciel change de maître. Les chasseurs soviétiques prennent l'avantage. Et ce détail compte énormément. Car celui qui tire le ciel voit tout. Et celui qui voit tout peut frapper juste.
Il repère les colonnes, les dépôts, les mouvements. Les Japonais, eux, vont bientôt devenir aveugles. Ils avancent sans savoir ce qui les attend. Alors posons la question. Pourquoi le Japon ne recule-t-il pas? La réponse tient à son orgueil. Reculer serait perdre la face. Et perdre la face est pire que mourir. Alors on envoie toujours plus d'hommes vers une steppe qui les dévore. En juin 1939, un homme débarque dans la steppe. Moscou l'a envoyé pour reprendre les choses en main. C'est Georgi Zhukov. Présentons-le car il va marquer le siècle. Zhukov est un ancien sous-officier de cavalerie. Il vient d'un milieu très modeste. Fils d'un cordonnier, il a connu la pauvreté. Il a gravi tous les échelons, un par un. Il a survécu aux purges par prudence et par chance. Beaucoup de ses camarades ont été fusillés. Lui est resté, discret et prêt. C'est un chef impitoyable. Il exige tout de ses hommes. Il punit la moindre faiblesse sans pitié. On le craint plus qu'on ne l'aime. Mais c'est aussi un esprit très moderne. Il croit aux chars, à l'artillerie, à l'aviation. Il croit surtout à la guerre de mouvement. Pour lui, on ne grignote pas l'ennemi. On le frappe d'un coup, partout à la fois. Zhukov observe le terrain et comprend une chose. Il ne va pas se battre au coup par coup. Il va préparer un grand coup. Un seul. Il réclame à Moscou des chars et des canons. Il veut une supériorité écrasante avant d'agir. Et il sait attendre le bon moment. Mais d'abord, ce sont les Japonais qui attaquent. En juillet, il passe à l'offensive générale. Komatsubara veut une victoire éclatante. Son plan est audacieux. Une partie de ses troupes franchit le fleuve. Elle s'empare d'une hauteur sur la rive ouest, la colline de Baïn-Tsagan. De là, les Japonais menacent les arrières soviétiques. Le piège semble se refermer sur Zhukov. S'ils tiennent cette colline, ils coupent ses lignes. Toute son armée serait en danger. Et c'est là que Zhukov montre son vrai visage. Il prend une décision risquée et immédiate. Il n'attend pas son infanterie. Il jette ses chars dans la bataille tout de suite. Des centaines de blindés foncent vers la colline. C'est un pari très dangereux. Des chars sans infanterie sont vulnérables. Ils peuvent être détruits un par un. Zhukov le sait parfaitement. Il fonce quand même. Pour lui, chaque heure perdue est une heure de trop. La vitesse vaut mieux que la prudence. Pendant 3 jours, la colline brûle. Les chars soviétiques attaquent sans relâche. Les Japonais se défendent avec acharnement. Les pertes sont lourdes des deux côtés. Des dizaines de blindés restent dans la poussière. Mais les Japonais finissent par craquer. Ils repassent le fleuve dans le désordre. Ils détruisent eux-mêmes leur unique pont. Beaucoup d'hommes restent bloqués sur l'autre rive. La hauteur de Baïn-Tsagan reste aux Soviétiques. La grande offensive japonaise a échoué. Et imaginons un instant. Et si Zhukov avait hésité ce jour-là? Si ses chars étaient arrivés trop tard? Les Japonais auraient tenu la rive ouest. Toute la bataille aurait pu basculer. Mais Zhukov n'a pas hésité une seconde. Et ce choix a tout décidé. Les Japonais tentent aussi le combat de chars. Ils engagent leurs blindés dans la plaine ouverte. Mais leurs chars sont légers et peu nombreux. L'armée japonaise a négligé ses blindés. Elle a tout misé sur l'infanterie et l'esprit. Face à elle, les blindés soviétiques sont plus lourds. Les canons anti-chars soviétiques font le reste. L'attaque blindée japonaise tourne court. Le Japon comprend trop tard une vérité dure. Le courage ne remplace pas l'acier. Et l'esprit offensif ne perce pas le blindage. Tout l'été, les combats se poursuivent. Les Japonais lancent attaque sur attaque. Chaque fois, ils butent sur la défense soviétique. Chaque fois, ils perdent des hommes pour rien. Komatsubara s'entête encore et encore. Il croit qu'un dernier effort suffira. Mais ses soldats sont à bout. Il manque d'eau, d'obus et de renforts. La supériorité matérielle soviétique grandit chaque jour. Pour le simple soldat, cette steppe est un enfer. En été, la chaleur dépasse parfois 40 degrés. La nuit, le froid tombe d'un coup. L'eau manque cruellement. La poussière colle à la peau et brûle les yeux. Et il n'y a aucun abri sous ce ciel immense. Après l'échec japonais, le front se calme un peu. Les Japonais croient la bataille presque finie. Ils pensent que l'automne va tout arrêter. Ils campent sur leur position, sûrs d'eux. C'est exactement ce que Zhukov veut leur faire croire. Car en secret, il prépare un coup énorme. Et voici peut-être le plus impressionnant de cette histoire. Zhukov veut écraser l'ennemi d'un seul geste. Pour cela, il lui faut une armée entière. Des hommes, des chars, des canons, des vivres. Mais tout est à des centaines de kilomètres. Il n'y a ni voie ferrée proche, ni vraie route. Seulement la steppe et la piste. Alors Zhukov organise un convoi gigantesque.
Des milliers de camions roulent jour et nuit. Près de 2600 camions. Ils traversent la steppe sur des centaines de kilomètres. Un aller-retour peut dépasser 1000 kilomètres. Ils apportent les obus, l'essence, la nourriture. Ils roulent sans phare, dans l'obscurité. Imaginez un instant cette distance. C'est comme ravitailler une armée de Paris jusqu'à Lyon. Mais sans autoroute, sans pont, sans ville sur la route. Juste la steppe nue et la poussière sans fin. Et tout cela dans le plus grand secret. Car Zhukov est aussi un maître de la ruse. Il veut endormir la méfiance des Japonais. Ses soldats diffusent des bruits de chantier la nuit. On entend des marteaux, des moteurs, des travaux. Les Japonais croient que les Soviétiques creusent des tranchées. Ils pensent que l'ennemi se prépare à se défendre. Pas du tout. L'ennemi se prépare à attaquer. Les chars avancent uniquement de nuit. Les ordres passent par téléphone, jamais par radio. Le silence sur les ondes est total. On distribue même de fausses consignes de défense. On imprime de faux manuels pour tromper l'ennemi. Pendant ce temps, les Japonais ne voient rien venir. Leur service croit l'armée rouge épuisée. Ils sous-estiment complètement leur adversaire. Encore une fois, l'orgueil les aveugle. Zhukov rassemble ainsi une force considérable, des dizaines de milliers d'hommes. Des centaines de chars et de blindés, des centaines de canons et d'avions. Tout cela caché dans la steppe. Jamais l'ennemi n'a vu venir une telle masse. Et le 20 août 1939, le piège se referme. Au matin de ce jour, le ciel se déchire. Des centaines de canons ouvrent le feu en même temps. Les bombardiers soviétiques écrasent les lignes japonaises. La terre tremble sur des kilomètres. Puis l'infanterie et les chars s'élancent. Le plan de Zhukov est une œuvre d'art militaire. Il cloue l'ennemi au centre du front. Là, il fixe les Japonais dans un combat frontal. Pendant ce temps, ces blindés foncent sur les ailes. Une tenaille géante commence à se refermer. Au nord et au sud, les colonnes soviétiques avancent vite. Elles contournent toute l'armée japonaise. Les Japonais comprennent trop tard la manœuvre. Ils tentent de boucher les trous, mais c'est trop tard. En quelques jours, les deux pinces se rejoignent. La 23e division est encerclée, coupée de tout, sans vivres, sans secours. C'est exactement la manœuvre des grandes batailles. Un encerclement complet, une nasse, et les Japonais sont pris dedans. Ce que fait Zhukov ici est nouveau. Il fait travailler ensemble chars, avions, canons et fantassins. Chacun appuie l'autre au bon moment. C'est ce qu'on appellera plus tard la guerre moderne. Les Allemands feront la même chose en Europe. Mais Zhukov l'a montré le premier, dans la steppe. Souvenez-vous bien de cette image. Une guerre de chars, de vitesse, d'enveloppement. Menée non par les Allemands, mais par les Soviétiques, 1 an avant la chute de la France. Voilà donc l'armée japonaise enfermée dans l'acier soviétique. Mais le plus dur reste à venir. Et ce qui se passe alors va résonner jusqu'en Europe. Dans la poche, l'agonie commence. Les soldats japonais refusent de se rendre. Pour eux, la capitulation est un déshonneur absolu. On leur a appris à mourir plutôt qu'à céder. Alors ils se battent jusqu'au bout. Position par position. Tranchée par tranchée. Les soviétiques réduisent la poche peu à peu. L'artillerie pilonne sans arrêt. Les chars écrasent les derniers points de résistance. Les lance-flammes nettoient les abris. Les Japonais tentent une percée désespérée. Des colonnes essaient de briser l'encerclement. Mais l'anneau soviétique tient bon. Les secours envoyés de l'extérieur échouent. La poche se referme un peu plus chaque nuit. Beaucoup d'officiers japonais préfèrent la mort à la honte. Certains se donnent la mort plutôt que de fuir. D'autres mènent des charges désespérées et sans espoir. Ils courent vers les mitrailleuses, sabre au clair. Pour les hommes encerclés, c'est un cauchemar. Plus d'eau, plus de munitions, presque plus d'espoir. Seulement le bruit des obus et l'attente de la fin. Fin août, tout est presque terminé. La 23e division a cessé d'exister. Le bilan est effroyable. Le Japon perd près de 20 000 hommes. Tués, blessés ou disparus. Des régiments entiers ont fondu dans la steppe. Pour son armée, c'est un désastre humiliant. Mais la victoire soviétique coûte cher elle aussi. Longtemps, Moscou a caché ses propres pertes. On sait aujourd'hui qu'elles furent lourdes. Plusieurs milliers de morts, des milliers de blessés. Au total, des dizaines de milliers de victimes. Tout cela pour une bande de steppe sans valeur. Ramenez ce chiffre à une échelle humaine. 20 000 hommes, c'est une petite ville entière. Une ville rayée de la carte en quelques semaines. Et pendant que la division japonaise meurt, le monde change. Le 23 août 1939, une nouvelle tombe. À Moscou, l'Allemagne et l'Union soviétique signent un pacte. Le pacte germano-soviétique. Un pacte de non-agression. Pour le Japon,
c'est une trahison pure et simple. Car le Japon croyait l'Allemagne de son côté. Les deux pays avaient signé un accord contre Moscou. Et voilà que Berlin serre la main de Staline. Le Japon se sent abandonné et humilié. Sa stratégie entière s'écroule en un seul jour. Le gouvernement de Tokyo tombe sous le choc. Comment frapper l'Union soviétique désormais? L'allié allemand vient de la rejoindre. Une semaine plus tard, autre séisme. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La Seconde Guerre mondiale commence en Europe. Soudain, le petit conflit de Mongolie n'intéresse plus personne. Les regards se tournent vers Varsovie et Paris. Les deux camps veulent en finir vite. Le 16 septembre 1939, un cessez-le-feu est signé. La bataille du Khalkhin-Gol est terminée. Et le général Komatsubara, lui, est brisé. Sa division a été détruite sous ses ordres. Beaucoup d'officiers sont tenus pour responsables. Certains reçoivent l'ordre de se donner la mort. Le Japon préfère oublier cette défaite gênante. Il l'efface presque de sa mémoire officielle. On parle d'incident, jamais de désastre. Mais cette bataille oubliée a tout changé. D'abord, le Japon en tire une leçon claire. Attaquer l'Union soviétique est trop dangereux. L'armée rouge n'est pas l'épouvantail qu'on croyait. Le rêve du Nord est mort dans la steppe. Alors le Japon se tourne vers le sud, vers le pétrole, vers le Pacifique, vers les colonies. Et cette route mène droit à un monde. Pearl Harbor, en décembre 1941. Pensez à ce lien étrange. Sans le Khalkhin-Gol, peut-être pas de Pearl Harbor. La steppe mongole a poussé le Japon vers l'océan. L'armée japonaise, elle, refuse d'apprendre le reste. Elle blâme quelques officiers et passe à autre chose. Elle ne change ni ses chars ni ses méthodes. Elle garde sa foi dans l'esprit offensif. Cette erreur lui coûtera très cher dans le Pacifique. Ensuite, il y a Staline et son immense soulagement. En avril 1941, Tokyo et Moscou signent un pacte de neutralité. Les deux pays promettent de ne pas s'attaquer. Et ce pacte va sauver l'Union soviétique. Car à la fin de 1941, l'Allemagne fonce sur Moscou. Staline a besoin de toutes ses forces. Or, il sait que le Japon n'attaquera pas à l'Est. Un espion soviétique à Tokyo le lui confirme. Cet homme s'appelle Richard Sorge. Grâce à lui, Staline ose dégarnir la Sibérie. Alors il fait venir ses divisions de l'Est. Des troupes fraîches, habituées au froid. Elles arrivent devant Moscou en plein hiver. Et elles repoussent les Allemands aux portes de la ville. Pensez à cet enchaînement incroyable. Une bataille dans une steppe mongole. Et au bout, Moscou qui tient bon. Mesurons une dernière fois ce qui s'est joué ici. Imaginez que le Japon ait gagné. Imaginez qu'il ait choisi le Nord. En 1941, il aurait pu frapper la Sibérie. L'Union soviétique aurait affronté deux ennemis à la fois. Moscou serait peut-être tombé. Toute la guerre aurait pu changer de visage. Et tout cela s'est joué dans une steppe oubliée. Voilà pourquoi cette bataille compte tant. Arrêtons-nous encore un instant sur les chiffres. Toute cette bataille a duré environ 4 mois, du printemps à la fin de l'été 1939. Mais la décision finale a pris à peine 10 jours. 10 jours pour anéantir une division entière. 10 jours qui ont pesé sur tout le siècle. Pensez à la vitesse de ce basculement. Une seule offensive bien préparée, et le destin de deux empires s'en trouve changé. Pensez aussi au lieu. Cette steppe est l'un des coins les plus isolés du monde. On y est loin de tout, loin de tous. Plus loin de Paris que presque partout ailleurs. Et pourtant, l'histoire s'y est nouée. C'est souvent ainsi que tournent les guerres. Pas toujours là où l'on regarde, mais là où personne ne pense à regarder. Le Khalkhin-Gol en est la preuve parfaite. Une bataille sans nom, célèbre. Sans monument connu, sans grand film. Et pourtant, l'une des clés de la guerre mondiale. Les historiens le disent aujourd'hui clairement. Peu de batailles ont autant pesé pour si peu de bruit. Et derrière les chiffres, il y a des hommes. Des centaines de milliers, venus de très loin. Beaucoup ne sont jamais rentrés chez eux. Ils reposent dans une terre qui n'était pas la leur. Pour une frontière qu'ils n'avaient pas choisie. C'est aussi cela, le prix de cette steppe. Enfin, il y a Zhukov, le vainqueur inconnu du Khalkhin-Gol. Il deviendra le plus grand général soviétique. Stalingrad, Koursk, Berlin, ce sera lui. Il a appris ici sa recette gagnante. Concentrer ses forces, tromper l'ennemi, puis encercler. Tout a commencé dans cette poussière oubliée. La steppe a révélé l'homme qui gagnerait la guerre. Et la France dans toute cette histoire. La France n'a pas combattu en Mongolie. Mais l'été du Khalkhin-Gol est aussi le sien. Au même moment, la France entre en guerre. Le 3 septembre 1939, elle déclare la guerre à l'Allemagne.
Pendant que Zhukov manœuvrait ses chars, l'armée française attendait derrière la ligne Maginot. Elle croyait à la défense fixe, au béton, à l'attente. Le Khalkhin-Gol annonçait pourtant une autre guerre. Une guerre de chars, de vitesse, de mouvement. Une guerre où l'on enveloppe et l'on encercle. Un an plus tard, cette guerre frappait la France. À Sedan, au printemps 1940. La leçon de la steppe valait pour tout le monde. La France ne l'avait pas entendue. Voilà l'histoire de la bataille du Khalkhin-Gol. Une frontière absurde et un fleuve perdu. Une armée entière encerclée dans la poussière. Et un général sorti de l'ombre. Le monde a oublié cette steppe lointaine. Mais c'est là que le siècle a tourné. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.